La strate inférieure, celle qui est au contact de la catégorie en dessous, la catégorie modeste. La difficulté caractéristique, me semble-t-il, des individus et des familles appartenant à la moitié inférieure des classes moyennes est de tenter de maintenir leur appartenance à ce monde social intermédiaire, celui des classes moyennes, avec des ressources qui sont plus proches des classes sociales modestes que de la strate supérieure des classes moyennes. Et donc c'est la même ambition, appartenir au monde intermédiaire, qui est le monde de la mobilité, le monde de l'ascension, le monde de la trajectoire, le monde du mouvement, mais avec des ressources qui ne sont pas celles-là, qui ne sont pas les mêmes. Et donc une espèce de le sentiment d'un bloc qui se bat pour maintenir ses positions et qui sans cesse regarde en dessous pour savoir s'il est rejoint ou s'il glisse vers la strate inférieure. Quand on regarde, juste ce détail, je ne veux pas donner trop de chiffres, mais grâce à cette enquête, on interroge l'échantillon sur combien d'euros parviennent-ils à épargner chaque mois, une fois les dépenses contraintes réalisées. Eh bien, la classe sociale modeste dit, en moyenne, parvenir à épargner chaque mois 161 €. La strate inférieure de la classe moyenne dit parvenir à épargner 222 €. J'ai de mémoire, mais je crois que c'est ça, 222 €. Et la strate supérieure des classes moyennes dit épargner 377 €. C'est-à-dire que vous avez une différence qui est beaucoup plus importante entre la strate supérieure et la strate inférieure des classes moyennes en épargne qu'entre la classe populaire et la strate inférieure des classes moyennes. J'espère que tout ceci n'est pas trop confus quand on l'entend, supérieur de l'inférieur et du milieu, mais c'est vraiment très significatif. Et la partie sur vraiment les données sur l'épargne sont très parlantes. On voit, si vous voulez, que, au fond, si la strate supérieure épargne beaucoup plus que la strate inférieure, ça veut dire que la distance va se creuser. Évidemment. Et donc la strate inférieure se sent distancée. Elle maintient ou elle accroît sa différence avec les classes populaires, mais pas autant. Hein. D'où le sentiment du déclassement. Même s'il n'y a éventuellement pas de déclassement réel, c'est un sentiment de déclassement qui peut peser beaucoup sur les représentations du monde et des comportements. C'est là que nous trouvons l'idée, la peur du déclassement, évidemment, très fortement installée. La strate supérieure de ces 52%, la strate supérieure, symétriquement, la difficulté caractéristique, me semble-t-il, des individus et des familles appartenant à la moitié supérieure des classes moyennes n'est pas d'avoir à combattre pour maintenir leur position, à la différence de la strate inférieure, mais, me semble-t-il, pour accroître leur liberté de mouvement, leur marge d'initiative, de projet, et relancer leur marche ascensionnelle qui leur paraît brisée, bloquée, empêchée. Et c'est très frappant. La strate supérieure n'a pas le sentiment de glisser, elle a le sentiment de ne plus parvenir à progresser. C'est assez différent, mais je pense qu'il faut entrer dans ce détail pour mieux comprendre ce monde. C'est pour ces deux ensembles de raisons, qui sont très différents, ces ensembles, chacun l'un de l'autre, que les deux strates sociales formant les classes moyennes se retrouvent réunies dans une sensibilité croissante au poids des prélèvements et une critique plus forte d'un système d'assurance sociale et de redistribution dont elles pensent, les deux strates, qu'il ne fonctionne pas correctement, et notamment qu'il fonctionne plus au profit des classes plus modestes qu'à leur propre profit. Et là, moi je crois qu'il y a des éléments qui n'ont pas été suffisamment soulignés, pas suffisamment vus, et qui sans doute sont en train d'opérer aujourd'hui dans la société française un changement assez profond qui doit être compris pour ne pas être surpris par de possibles résultats. Pour aller vers
ma conclusion, et à ce sujet, nous retrouvons ici la centralité des classes moyennes. Le sort qui leur sera réservé va déterminer, si nous admettons leur centralité sur le plan sociologique, économique et politique, le sort qui leur sera réservé va déterminer évidemment l'équilibre de notre société. Il y a dans les classes moyennes une espèce de tripartition politique, sans rapport avec la tripartition première. Par certains côtés, en termes de niveau de vie, les classes moyennes penchent à gauche et forment une clientèle pour la gauche. Par d'autres côtés, l'attachement à la propriété, l'exaspération devant la pression fiscale. La pression fiscale est très souvent dénoncée dans cette enquête, y compris les impôts locaux, les taxes sur le carburant, qui s'expliquent par la dépendance à l'égard de l'automobile, qui s'expliquent par la dépendance des classes moyennes à l'égard de l'habitat pavillonnaire, toute une série de conséquences sur lesquelles il faudrait revenir, mais on le fera, j'imagine, dans nos discussions, font qu'il y a des éléments idéologiques qui ne sont pas de gauche, mais de droite. La sensibilité à l'égard du thème de la sécurité, par exemple. Mais il y a une troisième expression qui m'a beaucoup frappé dans ces enquêtes, en tout cas dont je ressens le possible avènement, qui est la montée d'un point de vue protestataire, en particulier dans la strate inférieure des classes moyennes, une forme d'exaspération entre la crainte de glisser ou d'être rejoint et la frustration de ne pas pouvoir progresser, le sentiment que le système social bénéficie trop à des catégories qui ne paient pas suffisamment d'impôts et que soi-même, alors qu'on paie des impôts, on ne bénéficie pas suffisamment du système social de redistribution, qui est un sentiment, une opinion très fortement répandue dans la strate inférieure des classes moyennes. Le fait que dans cette strate-là, vous avez des opinions extrêmement négatives sur l'immigration, sur l'islam, sur la globalisation, sur l'Europe aussi d'ailleurs, toute une série d'éléments qui semblent... La sécurité, qui peut-être plus préoccupe d'ailleurs que davantage la strate supérieure, mais laissons les détails ici. Tout ceci semble indiquer, je crois, qu'il y a la possibilité pour que une partie des classes moyennes, contrairement à leur destin, contrairement à leur nature, soit capable d'alimenter dans les prochaines années les électorats protestataires un peu à gauche, et moi je dirais, si j'avais à prendre des paris, beaucoup plus à droite, et c'est sans doute pour des partis d'extrême droite, une clientèle potentielle qui sera repérée si ça n'est déjà fait. Se préoccuper des classes moyennes ne saurait donc être un créneau, un thème de l'action politique parmi d'autres, l'un des secteurs pour une politique publique segmentée, mais bien au contraire un sujet essentiel pour les gouvernements responsables. Et tel est l'objet de ce colloque. Mieux connaître les classes moyennes, mieux connaître leur comportement, mieux les décrire aussi, leur style de vie, leurs contraintes, mais aussi leurs attentes, leurs rêves, et nous interroger, pour finir, sur la réponse que peuvent apporter aux questions posées par les classes moyennes, les politiques, ceux qui auront la charge de faire face à ces interrogations. Je voudrais terminer en vous remerciant toutes et tous pour votre participation ce matin. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à nos 3 tables rondes. Je voudrais adresser un salut amical et un merci spécifique à Pascal Perry, qui est l'un des auteurs d'une note de la Fondation pour l'innovation politique, 4 propositions sur le pouvoir d'achat, qui est une des notes qui traite le problème des classes moyennes, en tout cas du point de vue de la Fondation pour l'innovation politique. Je voudrais aussi remercier chaleureusement le journal Le Parisien, avec lequel nous avons travaillé de manière vraiment exceptionnellement bonne, je dirais, vraiment un travail de fond sur l'enquête, ensemble. Nous avons réfléchi à l'analyse des résultats et la présentation qu'ils en font ce matin dans les pages
de leur journal fait véritablement honneur à leur métier et est un élément, je pense, qui permet aux lecteurs d'être éclairés sur le sort des classes moyennes. Je voudrais enfin terminer en adressant un double merci à Laurent Wauquiez. C'est à la suite d'une série de discussions approfondies avec Laurent Wauquiez, alors chargé de l'emploi, que nous avons décidé d'organiser ce colloque sur les classes moyennes, et puis que nous sommes allés avec l'IFOP vers la production d'une enquête d'opinion de grande importance. Et puis, merci à Laurent Wauquiez, puisque étant devenu, entre-temps, ministre délégué aux affaires européennes, il a cependant maintenu la participation à notre colloque ce matin. Son attachement au sujet des classes moyennes est maintenu, évidemment, et il nous dira tout à l'heure quel est le point de vue du nouveau ministre des Affaires européennes sur la question des classes moyennes. Voilà, nous terminerons ainsi par une parole politique, ce qui me paraît adapté à l'idée que nous faisons d'un think tank l'expertise et l'analyse pour ensuite laisser aux politiques qui en ont l'autorité, la liberté de s'emparer du sujet.